Bonjour Olivier Godest, Bonjour Hawa. bienvenue au sein d'Atlantis. Vous êtes Merci. le fondateur du salon Virtuality, le salon international dédié aux industries du métaverse, appelé également Web.3. Aujourd'hui, on voudrait en savoir plus sur le fondateur et ensuite vous nous présenterez le salon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours? Oui, bien sûr. Mon parcours est plutôt initialement issu du monde de la communication et du marketing, et donc avec aussi une spécialisation dans l'événementiel. J'ai travaillé pendant longtemps pour des grands annonceurs, donc des grandes marques comme Orange, Renault par exemple. J'ai travaillé pour des grands groupes événementiels comme Reed Midem. Et puis j'ai eu aussi un passage en agence de communication, notamment dans une agence qui s'appelle Brainsonic, où là-bas j'ai développé plutôt la partie le pôle social média, donc tout ce qui est attrait aux réseaux sociaux, et également accompagné pas mal de clients sur des thématiques très digitales. Et depuis 2015, je suis entrepreneur et j'ai créé en 2017 effectivement le salon Virtuality qui s'est donc transformé depuis cette année en Virtuality Web 3 Summit. Et voilà, et ça m'occupe à plein temps, même si j'ai aussi quelques activités à côté. Je donne notamment des cours dans une école qui s'appelle l'ISCOM à Nice, où j'enseigne la stratégie digitale. Voilà, Très bonne école de communication qui est aussi présente à Montpellier. tout à fait, école que j'ai faite, donc je ne peux que valider. Alors justement, pourquoi ce virage? Vous l'avez appelé justement Web3 Summit. Pouvez-vous dans un premier temps expliquer à nos internautes et tous ceux qui nous regardent qu'est-ce que c'est le Web.3 et donc du coup également qu'est-ce que c'est le métaverse pour les novices? Oui, tout à fait. Alors peut-être pour commencer, ce que je peux pour expliquer aussi pourquoi on fait ce changement, c'est expliquer notre historique. Tout Comme à je l'ai fait. dit, Virtuality, c'est un salon que j'ai créé en 2016 et qui a vu le jour pour la première année en 2017. À l'époque, on avait un salon qui était principalement centré sur les technologies immersives. Donc c'est ce qu'on qualifie de réalité virtuelle et de réalité augmentée principalement. On a fait ça jusqu'en 2019. On a créé également une franchise, un salon Petit Frère à Buenos Aires en Argentine. Et puis entre-temps, on devait opérer un virage déjà en 2020 par rapport au format du salon, et on a été freiné par le Covid. Voilà, comme beaucoup d'organisateurs Évidemment. d'événements. Donc on a fait un salon totalement virtuel, qui a été une expérience intéressante, même si ça ne répondait pas forcément à tous nos critères par rapport à nos clients et ce qu'ils attendent généralement du salon. C'était une solution qui était plutôt pertinente. Et puis ensuite traversée du désert, 2000, on va dire de début 2021 jusqu'à à peu près toute l'année 2021. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai aussi un passé assez orienté planning stratégique, donc j'ai beaucoup travaillé sur des sujets que je maîtrisais pas, et notamment un qui est la blockchain. Voilà, qui est un sujet qui pour moi était assez inconnu et qui m'a passionné. Et donc en fait, ma volonté était déjà de relancer le salon après avoir fait cette pause forcée, mais c'était aussi du coup de profiter de ces différentes expériences dont j'avais pu profiter pendant le Covid pour essayer de les transformer en quelque chose de positif et donc de faire évoluer le salon. Et donc on va dire c'était à peu près en octobre 2021, si mes souvenirs, 2 semaines avant que Meta annonce son changement de nom. On a relancé donc Virtuality avec une signature qui était Enter the Metaverse. Et D'accord. l'objectif du salon était donc de diversifier nos exposants, nos prises de parole et finalement les grandes thématiques, en ajoutant donc la technologie immersive qui était déjà notre pilier numéro 1, la thématique blockchain et la thématique des mondes virtuels. Donc ça, c'était ce qu'on a opéré fin 2021 pour un salon, donc mars 2022, qui était un gros succès au Carreau du Temple aussi, nouveau lieu avec donc format accessible uniquement aux professionnels. Ça a très bien fonctionné, mais le terme métaverse tel que moi je l'avais, on va dire, ma vision du métaverse s'est retrouvée assez différente de celle que le marché a créée. D'accord. Voilà, et donc c'est pas la peine de lutter contre les marées. Donc on a compris que pour la plupart des acteurs, métaverse était quand même très 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 associé à la thématique monde virtuel en 3D. Si je fais simple, à du Second Life, amélioré et mis au goût du jour de 2022-2023. Sauf que nous, c'était une thématique du salon.
D'accord. Et donc on a choisi de faire ce repositionnement stratégique en termes de branding et de nom, parce que Web3 correspond beaucoup plus à la toile de fond que l'on veut mettre en avant. Et donc c'est comme je disais tout à l'heure, c'est donc 3 industries majeures: l'industrie des blockchains, l'industrie des mondes virtuels, du Web 3D, etc., et l'industrie des technologies immersives. D'accord. Voilà. 2022, 2023, année de la résilience. Quel type d'acteurs on pourra retrouver justement sur le futur salon? Est-ce que vous pouvez nous dévoiler quelques noms déjà de partenaires, d'exposants qui seront présents pour donner envie à nos chers téléspectateurs, auditeurs et internautes de venir vous découvrir? Bien sûr. Alors on est encore un tout petit peu tôt parce qu'il y a beaucoup de discussions qui sont, on va dire, en cours de finalisation et donc je peux pas, non plus trop m'avancer sur certains noms parce que je sais que c'est en bonne voie, mais tant que c'est pas signé, on attend quand même les dernières confirmations. Pardon. Mais déjà, ce qu'on va retrouver, c'est des exposants et des speakers. C'est les deux volets principaux du salon. On est entre 80 et 100 exposants en moyenne sur nos salons, un peu plus de 50 conférences, tout ça accessible gratuitement. Là, on a quelques premiers exposants déjà confirmés. Ils sont disponibles sur virtuity.fr. Je peux vous en citer quelques-uns. Donc, on a 4 Deviews qui va être plutôt sur de la production 3D, donc peu importe qu'on soit sur de la VR ou pas, c'est pas limité à ça. On a une école comme Alira qui forme sur les sujets de blockchain. On a également une entreprise qui s'appelle Art Graphique et Patrimoine, qui elle est spécialisée sur tout ce qui est utilisation de la 3D justement dans ces domaines du patrimoine. On a un beau village EdTech France, donc qui va représenter 6 ou 7 entreprises qui offrent des solutions alors à destination de la formation, à destination des RH, qui sont des solutions dans le domaine du Web3. On a également Jenny, donc qui est un projet dans lequel notamment le CNAM, l'ENSAM, etc. sont impliqués et donc qui sera à découvrir sur le salon. On a des habitués comme Caviar, qui travaille des solutions de réalité augmentée, Light and Shadows qui fait beaucoup de solutions 3D, notamment aussi de réalité virtuelle pour l'industrie. Des acteurs comme NFT Business, qui est un de nos partenaires cette année, donc un podcast sur les sujets du Web3. On a notre sponsor principal pour l'instant qui est donc Tezos, la blockchain Tezos qui est également présente. Dans le village EdTech France, on pourra retrouver aussi des Numix, Pitchboy, Antilogy, qui sont plein d'entreprises qui proposent des solutions hyper intéressantes. On a des acteurs comme Lenovo qui, eux, présentent plutôt des solutions hardware. Donc là, pour le coup, assez rattachés au sujet de réalité virtuelle. Ou des acteurs, pour finir, comme PopMe. PopMe, qui est un acteur qui développe une solution de réalité augmentée, plutôt à destination du marketing. En fait, ce qui est intéressant sur ce salon, c'est que les solutions qui sont proposées s'adressent à tout type de professionnels. D'accord. Alors justement, Olivier, ça me sert de transition dans la typologie des professionnels et des visiteurs qui vont justement participer au salon. On s'attend à quoi? Des agences de communicants, des médias, des gens qui sont plutôt vraiment orientés NFT blockchain. Qui sont vos visiteurs? Vous avez tout dit. En fait, notre salon, il y a une vraie particularité. C'est que, je pense, en tout cas en Europe, je suis sûr à 99%, on est le seul salon de cette importance à leur être accessible gratuitement. C'est un système d'accréditation en ligne. Nous, le salon, il est financé par les exposants, les speakers, les sponsors, etc. Enfin, une partie des speakers. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que les professionnels en grand nombre puissent venir s'acculturer, trouver des partenaires avec qui travailler et aider cet écosystème à grandir. Donc, on a beaucoup de C-level, des fonctions de direction de tous les groupes du CAC 40 globalement qui sont présents, de tout type d'industrie, des médias, des institutionnels, effectivement des agences de consulting, des agences de communication marketing, du patrimoine, du tourisme, de la culture. C'est extrêmement varié. Ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent venir en équipe, puisque donc il n'y a pas de limitation. Et effectivement, après, il y a des représentants des acteurs des 3 industries dont on a parlé, qui sont également présents. Ils sont pas tous exposants. J'aimerais bien, mais on n'a pas toute l'industrie qui est exposante. Donc il y en a qui viennent aussi simplement rencontrer des personnes avec qui travailler, qui viennent voir ce qui se passe. Donc c'est très varié. On a aussi quelques. C'est un salon qui est accessible en présentiel. Et aussi, qu'on peut suivre aussi à distance, en direct, ou comment ça va se passer? Le salon, il est surtout présentiel. Après, il y aura peut-être quelques conférences qui sont retransmises en live. C'est encore en cours de travail de ce côté-là. Sur la partie distancielle,
on a fait un choix qui est volontaire. C'est le salon en tant que tel n'a pas une version virtuelle. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà fait, donc on sait ce que ça demande aussi comme ressources humaines et comme ressources financières potentiellement. Et surtout, on a un salon qui, je le sais depuis 2017, mes exposants, ce qu'ils veulent, c'est un retour sur investissement. Ils achètent un stand, ils achètent de la visibilité, ils veulent rencontrer des gens pour faire du business. Ils sont pas juste là pour faire de la communication et faire joli. Donc, le modèle du salon tel que moi je le construis ne fonctionne pas si bien que ça en virtuel, dans la mesure où, d'un point de vue de la com, ça marche bien. Mais pour générer, on va dire ce qu'on appelle des leads, pour faire du business concret, c'est très compliqué. Le business aujourd'hui, on se le fait encore avec une bonne poignée de main, une rencontre, un feeling, voilà. Et donc pour ça, le salon physique, il y a rien de mieux. Par contre, on a un projet 2023 qui est en train de se construire, qu'on a appelé la Web3 Week. Et l'idée, c'est que pendant la semaine de Virtuality, donc Virtuality, je l'ai pas dit, mais c'est les 16 et 17 mars prochains. Donc à partir du lundi 13, on propose à toutes nos communautés, et qu'ils soient clients, pas clients, on s'en fiche, chacun peut créer son événement satellite, donc pendant cette Web3 Week. Donc ça peut être un événement physique, un after work, un barcamp, un hackathon, enfin, ça peut être plein de choses, quelque chose dans les bureaux d'une entreprise, et ça peut être des événements virtuels. Et donc là, il y en a déjà quelques-uns qui se sont positionnés pour faire ça. Ça va nous permettre aussi d'avoir justement cette dimension virtuelle, en fait, lors des événements satellites. D'accord. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire que vous arrivez aussi à faire du sur-mesure à la demande, à distance, et ça me permet de passer à la transition avec le fondateur Cédric Grimaud, qui est à l'initiative de notre rencontre. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de la rencontre avec Atlantis que vous avez rencontrée tout récemment? Oui, bien sûr. Alors Cédric, on s'est rencontrés, je crois, grâce à LinkedIn, la force du réseau. La force du réseau. Ouais, une recommandation. En fait, j'avais fait un post sur LinkedIn pour demander à mon réseau ce qu'il me recommandait comme solution pour organiser, typiquement un petit événement en ligne pour l'un de nos partenaires qui s'appelle Simplon. Et on souhaitait trouver une solution, et puis même pour moi, pour pouvoir me refaire un benchmark sur le sujet, parce que c'est pas parce que je fais un salon sur le sujet que je connais toutes les plateformes. D'ailleurs, j'en ai découvert quelques-unes, même si j'en connaissais la majorité. Et donc, je cherchais à trouver une solution qui pourrait répondre à notre besoin d'organiser une réunion pour une vingtaine, trentaine de personnes. Et donc, on m'a recommandé Atlantis, et j'ai rencontré Cédric à cette occasion. D'accord. Alors justement, il commence à y avoir des nouveaux acteurs français qui se positionnent dans cette industrie-là. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette émulation et quel est son avenir aujourd'hui, puisque aujourd'hui vous avez consacré vraiment un salon dédié à ces industries du métaverse. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans les 5 ans à venir? Alors ce qu'on peut attendre pour moi, c'est d'abord une évolution des usages. Puisque là, en fait, on a des acteurs qui proposent des outils, mais ce qui importe le plus, ce sont les usages. Si les personnes en face ne trouvent pas d'utilité avec ces outils, ce seront des très beaux outils, mais ils seront rangés dans le tiroir. Donc je pense que ce qui va évoluer, c'est, on va dire, la prise en main de ces outils par les entreprises, la bonne compréhension des enjeux qui sont liés à ces outils, à quoi ils servent, en quoi ils amènent un retour sur investissement. Il y a plein de choses. Ça peut être lié à l'écologie. On peut se dire que pour un certain nombre de rencontres, moi maintenant je vis à Nice depuis 2 ans, j'ai jamais fait autant de rendez-vous en virtuel. Bon, c'est sûr que je préfère partager un café avec quelqu'un, c'est toujours plus sympathique. Mais je veux dire, je vais pas prendre l'avion parce qu'en plus ici le train c'est 6 heures pour aller jusqu'à la capitale. L'avion, ça pollue beaucoup. Je vais pas aller prendre l'avion toutes les semaines pour aller à Paris pour faire des rencontres. Je pourrais le faire, mais je fais hyper attention à mon empreinte carbone. Donc tous ces outils, par exemple, pour moi, de ce point de vue-là, sont hyper intéressants. D'une autre manière, vous avez souvent dans des grandes entreprises des équipes qui sont soit à l'international, donc on va avoir un bureau de design à Londres, une autre partie de l'équipe qui est à Paris, etc. On a des outils aujourd'hui magnifiques pour faire de la co-création à distance. Donc là, on voit aussi des usages. Là, on est en train de se faire une interview à distance. Pareil, c'est hyper intéressant sur un format qui est différent du Google Meet ou du Zoom ou du Teams classique. Donc tout ça, ce sont des usages qui se construisent au fur et à mesure. Beaucoup de personnes voient beaucoup d'outils, mais voient pas forcément dans quelle mesure ça peut être utile pour eux. Donc ça sert aussi à ça, un salon, à se projeter, à pouvoir imaginer
et à avoir des retours d'expérience d'autres entreprises qui ont mis en place ces outils et de voir comment ça peut, amener une plus-value dans l'entreprise. Alors justement, vous soulignez un point clé qui est clairement l'expérience client. On sait que justement aujourd'hui le challenge de ces industries, ça va être la monétisation. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, par exemple, le marché des investisseurs commence à comprendre justement le fonctionnement de ces nouveaux opérateurs? Alors, le business model, c'est toujours un sujet compliqué. En tout cas, je peux pas faire de généralité. Pourquoi? Parce que chaque plateforme a son propre business model lié au point dont on a parlé précédemment, aux usages qui sont espérés de cette plateforme. Aujourd'hui, on a des plateformes qui s'adressent au grand public. Si je prends un Sandbox, par exemple, aujourd'hui, le Sandbox, alors je connais pas par cœur leur business model, mais en tout cas, on a des piliers qui sont assez visibles. C'est le fait d'avoir une économie de la création avec notamment toute la partie NFT. Voilà, il y a une partie achat de land, donc de territoire par exemple, et puis on va avoir un volet token, donc jeton numérique, qui participe au financement de la structure. Après, on a des structures beaucoup plus B2B, donc qui sont des outils à destination des entreprises pour faire de l'usage interne. Là, on va être sur de la licence, de l'abonnement annuel, mensuel à l'utilisateur, etc. Donc là-dessus, je peux pas faire de généralité. Après, sur la partie investisseur et investissement, on va dire au sens large, VC, levée de fonds, ce sont des sujets évidemment extrêmement, scrutés par ces acteurs. Ils sont très présents aussi sur notre salon. On a quelques acteurs déjà sur 2022 qui étaient présents en tant qu'exposants, qui ont fait des belles levées de fonds. Je pense à Metaverse là qui a levé 3 millions d'euros. On a aussi PopMe qui a levé, alors j'ai plus le montant, mais une belle somme. Voilà, ce sont des acteurs qui sont aujourd'hui dans le viseur de ces investisseurs parce qu'ils voient quand même qu'il y a un vrai avenir à ces solutions et un vrai intérêt. D'accord. En parlant d'avenir, justement, Olivier, on voit que les industries culturelles et créatives commencent à s'intéresser également au métaverse pour justement faire connaître les artistes, quelle que soit en fait leur situation géographique. Est-ce que vous avez senti, vous, justement, qu'en France, c'était quelque chose également qui était en train d'arriver? Alors, je dirais même que ça fait un bon moment que c'est le cas. En tout cas, si je pars par exemple du ministère de la Culture, parce que si on parle d'institutions, c'est un acteur qui appuie beaucoup justement sur la dynamique de la création immersive. Je pense notamment au CNC, qui a financé beaucoup de créations. Et aujourd'hui, vous avez un fonds d'aide à la création immersive qui est piloté par Jean-Michel Jarre, avec une commission donc du CNC, à la fois sur la production d'œuvres numériques / métaverse, en tout cas donc immersive / métaverse, et puis aussi donc sur la promotion et l'accompagnement de ces projets-là. Et ça existe. Alors, cette commission a été créée récemment, mais je connais les équipes du CNC qui accompagnent notamment des projets et le financement de projets immersifs. Ça existe depuis 2017 comme Virtuality. C'est vraiment quelque chose qui date. Et dans le monde de la culture, c'est à la fois, si je reprends plutôt des institutions, je sais pas, par exemple comme les musées. Si on prend un sujet du Web3 qui est par exemple les NFT, c'est un sujet aujourd'hui assez complexe pour eux à manœuvrer. Si on prend le sujet des expériences immersives, ils sont beaucoup plus à l'aise. Donc voilà, dans cet écosystème Web3, il y a plein de sujets, parce qu'en fait, Web3, Metaverse, peu importe le terme qu'on utilise, en fait, c'est quelque chose qui regroupe un ensemble de technologies. D'accord ? Sur cet ensemble de technologies, il y en a une partie qui est plutôt bien maîtrisée aujourd'hui. Il y en a une autre où la manière dont ça fonctionne et la manière dont les entreprises peuvent se les approprier, c'est pas encore complètement acquis. C'est encore en train de se développer. D'accord, entendu. Donc on retrouve en fait le salon Virtuality les 16 et 17 mars à Paris. J'ai une petite question. Oui. Est-ce qu'on peut attendre un salon Virtuality aux US par exemple ou dans un autre pays étranger, ou est-ce que vous allez rester en France comme notre opérateur Atlantis? Alors,
On a notre salon Petit Frère Buenos Aires qui existe toujours, hein, et qui a fait un Elle est super toujours active. carton. Oui, D'accord. oui, bien sûr. 2022, ça a très bien fonctionné aussi en Argentine parce que là-bas, le sujet des cryptoactifs ne fait pas peur du tout. Quand vous avez votre monnaie nationale qui se dévalue tous les jours de je sais pas combien de pourcents, le Bitcoin à côté, c'est une solution plutôt stable, on va dire. Le Bitcoin ou autre, hein, d'ailleurs. Donc oui, l'aspect de la franchise est quelque chose qui est toujours possible avec nous. On D'accord. a depuis 2017 des discussions très régulièrement avec des acteurs. Les projets ne se font pas pour diverses raisons. Nous, de toute façon, évidemment, on protège aussi notre marque et notre savoir-faire, et donc on travaille pas avec n'importe qui. Mais en tout cas, on est totalement ouvert à le faire. Aux États-Unis, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on s'associe à une entreprise d'envergure parce que c'est quand même un territoire qui est difficile à appréhender, où il y a Oui. beaucoup de concurrence. Voilà, je suis pas sûr que ce soit pour demain. On a eu des pistes au Moyen-Orient qui se sont pas, qui ne se sont pas développées finalement. Sur l'Asie, évidemment, la Chine est un territoire intéressant, mais avec tout ce qui se passe en ce moment sur les investissements, etc., c'est très compliqué. Et en tout cas, c'est pas moi qui vais piloter ça. Donc, pour l'instant, en tout cas, notre enjeu majeur, parce que quand même, on vient de traverser le Covid et ça n'a pas été sans conséquences. Bien sûr. Virtuality n'est pas passé loin de ne pas pouvoir revoir le jour. Et on a encore beaucoup de choses à régler parce que, bah voilà, comme je disais, il y a eu des conséquences financières. Donc, on est encore en train de remettre le bateau à flot. Et ce qu'on veut, c'est surtout pouvoir asseoir le salon de Paris, le salon de Buenos Aires dans le temps sur 5-10 ans. Enfin, pour les 5 prochaines années, on a déjà tenu 5-6 ans, c'est déjà très bien pour une entreprise. Maintenant, on veut passer le cap des 5 prochaines années. Et donc, on se focus surtout sur produire un beau salon à Paris, faire en sorte que nos exposants soient ravis, qu'ils rencontrent des personnes intéressantes, que le contenu soit bon, et après les choses viendront d'elles-mêmes. Voilà. Mais En c'est tout d'abord ça cas, notre priorité. vous pourrez compter sur Atlantis et toutes ses équipes pour leur présence, parce que vous êtes un salon majeur, en tout cas pour cette industrie qui est vraiment en plein boom. On voit que justement les Français sont des très très belles locomotives dans ce secteur-là. Le mot de la fin, Olivier Godest. Eh ben, je donne rendez-vous à tout le monde sur le salon en mars et pensez à prendre vos accréditations maintenant. Comme je l'ai dit, c'est gratuit. Il suffit d'aller sur virtuality.fr et de remplir un petit formulaire d'accréditation et il sera validé rapidement. Voilà. Merci beaucoup pour cet entretien. À très Merci à vous. bientôt et puis au plaisir de se voir donc au salon Atlantis, Virtuality. Je pense déjà Atlantis dans un salon en réalité virtuelle. C'est un bon lapsus. Les 16 et 17 mars à Paris, au Carreau du Temple. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir.